Bonjour à tous, c'est le numéro 4 de Dimanche en politique sur France 3 Centre Val-de-Loire. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, une question, existe-t-il une vraie politique régionale du Front National? Pour nous en parler, Michel Chassier, c'est notre invité. Vous êtes le président du groupe Front National, donc à l'hémicycle régional. Alors pour vous présenter très rapidement, vous êtes né le 28 novembre 1948, marié, père de 3 enfants, c'est ça vous me dites, vous me corrigez si je me trompe. Vous êtes élu conseiller régional Centre Val-de-Loire sur la section départementale du Loir-et-Cher depuis mars 2010, réélu le 18 décembre 2015. Vous avez été nommé président du groupe Front National, donc au Conseil régional Centre-Val-de-Loire depuis 2014, à la suite de la démission de Philippe Loiseau à cette fonction qui lui part pour une dimension européenne. Vous êtes également conseiller municipal de Blois, vous siégez aussi à la communauté Aglopolis depuis 2014, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques obtenue à Orléans. Vous êtes un cadre retraité de la fonction publique, adhérent au Front National, alors ça c'est important, depuis 1985, et vous êtes président d'une association sportive et président de Ligue sportive. Quel sport? Je pratique la spéléologie, mais j'ai laissé ma fonction de président récent, tout récemment. Vous n'êtes plus président. Tout récemment, oui, parce que c'est... Spéléologie et politique, quelquefois ça peut se ressembler. Oh, je sais pas. On explore, effectivement. On explore. Alors justement, voici cette première question qui va explorer la politique du Front National dans la région. Existe-t-il justement une vraie politique régionale au Front National? Je crois que nous avons d'abord une conception des régions, je crois, qui est différente de celle des autres formations politiques. Nous l'avons dit à maintes reprises et pendant cette campagne régionale, nous ne sommes pas pour que la décentralisation se transforme en un démembrement de l'État français, ce qui est un petit peu en train de se produire. Parce qu'on dit les régions prennent des compétences, mais ils les prennent d'un côté au département, dont on sait qu'à terme ils sont condamnés à disparaître, et de l'autre côté à l'État. Et l'objectif des concepteurs de ces lois de décentralisation en coordination avec l'Union européenne, c'est qu'un jour, les régions françaises, les super-régions, soient les interlocutrices directes de Bruxelles. Évidemment, elles n'auront pas les pouvoirs de négociation que peut avoir encore l'État français dans ce qui lui en reste avec les traités actuels. Les régions n'auront plus aucun pouvoir. Alors, quand on regarde les sites internet des différents départements du Front National, et c'est vrai qu'en général, on a l'impression que c'est un copier-coller de l'argumentaire du Front National, de la ligne générale du parti. Bon, il est normal qu'effectivement on diffuse. Mais quelquefois, il n'y a que ça. Ça dépend des moyens peut-être dans les différentes, dans les différentes fédérations. Il y a beaucoup nous sommes très actifs sur Internet au niveau local, que ce soit dans des départements, dans des villes quelquefois, quand nous avons des équipes municipales. Et c'est vrai que tous ces supports Internet relaient souvent l'actualité nationale, les communiqués du Front National, les vidéos, etc. On va revenir justement au fait que vous soyez que 17. C'est déjà pas mal, mais que 17, c'est vrai, par rapport aux autres groupes. Est-ce que vous avez un poids? Vous sentez que vous avez la possibilité de faire peser dans les décisions qui vont être prises? Je crois que cela change beaucoup par rapport à la précédente mandature. Nous n'avions que 7 élus. Donc déjà, nous ne pouvions même pas être présents dans toutes les commissions. Aujourd'hui, nous sommes présents en commission et actifs. Nos élus sont très actifs. Je crois que les observateurs, et si vous rencontrez nos adversaires, ils vous le confirmeront. Nous sommes très actifs et nos élus travaillent dans toutes les commissions. Nous sommes présents en commission permanente et en session plénière, nous intervenons régulièrement pour affirmer notre position, pour faire des propositions également, proposer des amendements. Je crois que nous pouvons peser dans le débat. Évidemment, il y a une majorité, on sait comme l'Assemblée est constituée, qui est automatique, mais je crois que nous pouvons peser, d'autant plus que le président sait bien que malgré tout, il n'est élu qu'avec une majorité relative et qu'il faut entendre la voix de nos électeurs. D'accord. Juste une question avant le portrait numérique qu'on va avoir dans quelques instants. Il y a des primaires dans tous les partis, pratiquement. Pas au FN, pourquoi? Il n'y a qu'un chef et c'est lui qui décide? Non, il y a une présidente, déjà qui a été élue par les instances du mouvement et qui nous paraît être naturellement notre candidate.
Et nous considérons, et Marine Le Pen considère, que les primaires ne sont pas dans l'esprit des institutions de la Ve République. On a copié ça, je crois, sur les Américains. Bon, on voit ce que ça donne aux États-Unis et les candidats qui en sortent. Je crois que Marine se présente d'ailleurs non pas seulement comme la candidate d'un parti, mais comme une candidate au nom du peuple français. C'est l'esprit de l'institution. On en reparlera tout à l'heure. Tout de suite, on passe à votre portrait numérique. Et aujourd'hui, c'est Flavien Texier qui s'occupe de ce portrait. Voilà, il est avec vous. Bonjour Denis, il est tout à moi, Michel Chassier. On va voir si vous êtes actif. Mais d'abord, question toute simple, êtes-vous un geek ? Je crois que c'est exagéré, parce que les gens qu'on appelle les geeks sont des gens qui, je crois, vivent vraiment, presque exclusivement, je dirais, dans le monde numérique. Alors heureusement j'en sors. C'est vrai que l'outil Internet est très intéressant, c'est un moyen de diffusion et de communication qu'il ne faut pas négliger, mais il faut aussi être sur le terrain. Je suis sur le terrain, j'étais ce matin sur un marché, je rencontre des gens, je travaille dans les assemblées, donc je ne suis pas un personnage numérique. Vous n'êtes pas un geek, rassurez-vous, moi non plus. J'ai simplement fait des choses très basiques, on va découvrir ça tout de suite à l'image. Comme par exemple, rentrer votre nom dans Google. Ça paraît simple, voilà, on découvre la série de photos portraits, c'est bien vous, pas d'erreur, même moustache, même lunettes. Et bien, on va cliquer sur la première ligne, Blois, 4 vérités. Et là, on se dit qu'on va apprendre plein de choses, seulement regardez, vous nous parlez tout simplement des départementales de 2011. Alors on se dit qu'on va tenter notre chance en cliquant sur une autre icône qui s'intitule voilà, Actualité. Ça va aller mieux? Eh bien non, pas de chance. On va découvrir la critique d'une affiche du parti d'Olivier Besancenot, le NPA, sauf que la polémique date de février 2011. Ma question est toute simple. Là aussi, seriez-vous fâché, Michel Chassier, avec l'actualité? Non, pas du tout. Alors effectivement, c'est un site qui avait été créé à l'occasion des élections cantonales, même de 2011, et dans le canton de Blois 4. C'est pour ça que ça s'appelle Blois 4 Vérité. Et depuis, c'est vrai que ce canton n'existe plus, avec le regroupement. Et c'est un site qui aurait dû être fermé et qui est resté. Donc il va falloir faire du ménage. Il faut faire un peu de ménage, voilà. Il faudrait que je retrouve le mot de passe, peut-être. Ah, ça va être plus compliqué. Alors, en tout cas, pour trouver de l'actu, eh bien, direction votre blog Que voici, que voilà, avec une grande photo de famille, hélas, découpée en plusieurs morceaux. Et oui, il y a beaucoup de textes sur votre blog. C'est très chargé. Remarquez, ça doit plaire car vous affichez près de 2 millions de visiteurs. On imagine peut-être que ceux qui cliquent le font plusieurs fois, probablement la nuit. J'allais dire des geeks, non ? Non, là je vous taquine. En tout cas, vous avez ouvert un compte Twitter en novembre 2012 avec à ce jour, plus sérieusement, là 190 abonnés. Et je suis allé sur votre Facebook, regardez, la photo de famille, là pas de problème, on la voit, c'est nettement mieux. Juste en dessous, vous annoncez votre participation à l'émission politique de France 300 de Val-de-Loire avec Denis Gannet. Je peux là prouver que vous n'êtes pas un menteur, puisque vous êtes bien en face de moi, en chair et en os. Les thèmes chers au Front National sont bien représentés, comme là, regardez, danger, insécurité. Vous n'avez hélas pas beaucoup de commentaires publiés, sauf ceux d'un fan qui, regardez, vous suit visiblement partout. Seul problème, il est fâché avec l'orthographe. Il s'appelle Henri Gruet. Je suis allé sur son compte, pas de photo, mais une confirmation. C'est tout en bas. Je ne vais pas vous le lire parce que franchement, c'est un charabia épouvantable. Il va falloir lui apprendre la langue française à ce monsieur Henri. Vous en pensez quoi? Oh, mais que voulez-vous? Non, c'est vrai qu'on a des gens qui font des fautes d'orthographe, mais je le connais, cette personne, c'est un ancien combattant, chasseur alpin, qui a un certain âge, mais qui nous suit fidèlement, voilà, et bon, mais qui malgré tout s'est mis effectivement à Internet, et ce qui est quand même pas mal. En tout cas, il faut que vous retrouviez rapidement votre mot de passe. Voilà. Merci Flavien, il y a de la provoque quand même, il y a marqué le cochon, tout est bon, ça. Dans le cochon, tout est bon. Nous annoncions 2 manifestations locales en Loir-et-Cher qui se tiennent aujourd'hui, ou ce week-end du moins. L'une à Celles-sur-Cher et l'autre, je crois, dans le nord du département, et qui tourne autour du cochon. On disait pourquoi pas. Bon. Alors que dans les cantines scolaires, on avait remarqué que dans les cantines scolaires de Blois, le cochon se faisait très discret. Très bien. Merci en tout cas Flavien pour ce portrait de geek. Avec plaisir, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. On va revenir sur les élections. Il va y avoir les présidentielles, les sénatoriales, et puis en juin 2017, les législatives. Vous prétendez à des objectifs nouveaux cette fois-ci? Dans la région, j'entends. Il est clair, alors,
Mais pour nous, l'échéance, il y a une chronologie. L'échéance, c'est évidemment d'abord l'élection présidentielle, puisque c'est elle qui déterminera fondamentalement les résultats des élections législatives qui vont suivre. Donc actuellement, c'est tout pour l'élection présidentielle, dont la campagne n'est pas encore vraiment démarrée, même si Marine Le Pen, aux estivales de Fréjus, a lancé un petit peu la pré-campagne. Mais comme elle l'expliquait, tant que nous ne connaissons pas encore nos adversaires, bon, on suppose que Hollande va se présenter, mais il ne l'a pas encore confirmé. Et quant à la droite et le centre, on sait très bien, il y a la primaire qui est en train de se jouer, donc il brouille un petit peu les cartes. Concrètement, vous avez des objectifs. Vous avez envie de prendre les législatives. Oui, mais il faut d'abord gagner la présidentielle, je crois. Et évidemment, ensuite, il faudra que l'on ait une majorité. Mais vous savez très bien que l'élection entre la présidentielle et les législatives ne sont pas forcément les mêmes. En général, depuis le quinquennat, que d'ailleurs nous avons critiqué, parce que ça fait du président de la République le chef de l'exécutif. Mais depuis l'institution du quinquennat, les élections législatives qui suivent immédiatement les présidentielles ont toujours confirmé, ont toujours donné une majorité au président élu. Avant de parler d'emploi, je voudrais juste vous poser une question sur le changement de communication du FN. Il n'y a plus la flamme, on parle de bleu marine, le mouvement a un petit peu disparu. Le nom du Front National est-il dérangeant? Un héritage trop lourd? Non, mais comme je l'expliquais, nous sommes dans une perspective présidentielle. Et comme nous l'avons toujours fait, si on regarde nos affiches anciennes des élections présidentielles, le logo du parti disparaît, comme c'est le cas d'ailleurs dans les autres formations politiques. Regardez partout, dans tous les candidats aux élections présidentielles, on n'est plus le candidat d'un parti. Et Marine veut élargir cette base électorale, bien sûr soutenue par le Front National, mais l'élargir à beaucoup de gens qui aujourd'hui ne votent peut-être pas encore Front National, mais pourront voter Marine Le Pen au présidentiel l'année prochaine. Très bien. On va parler de l'emploi. Les chiffres viennent de tomber cette semaine. 133 500 demandeurs d'emploi fin août, plus 1,2% sur les 3 derniers mois. Est-ce que vous avez concrètement des leviers dont vous disposez pour agir directement en faveur de l'emploi dans votre programme? Pour ceux qui nous écoutent. Au niveau de la région, oui, au niveau de la région, oui, bien sûr. Au niveau de la région, je crois que les leviers ne sont pas... nous n'avons pas vraiment les leviers, puisque les facteurs qui expliquent la montée du chômage sont des facteurs économiques qui s'analysent au niveau national, voire international, mais c'est la politique nationale seule qui peut redresser la situation et relancer l'activité économique. Et encore, l'État français a abdiqué dans ce domaine, je dirais, à lâcher les manettes, à donner les clés du camion à l'Europe. On ne peut plus jouer sur le levier monétaire, on ne peut plus jouer à peine sur le levier social, puisque la loi El Khomri est une loi qui a été dictée par l'Europe. Oui, donc tous ces leviers, on n'en dispose plus. Oui. Et encore moins, évidemment, au niveau régional, où on ne peut qu'accompagner. Évidemment, mais quand même, quel est le constat? Quels sont les secteurs dans les emplois sur lesquels vous allez dire bon, il faut intervenir? Vous avez fait certainement des choix dans votre politique pour relancer l'emploi régionalement, parce qu'une région à l'autre, ça peut changer. Et dans celle-là, il y a des cas bien précis. Oui, mais vous savez, partout, je crois, il y a le choix d'une réindustrialisation. Donc, parce que l'on voit cette fuite progressive, cette délocalisation et le fait que la fabrication se fasse maintenant dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, que ce soit en Asie, mais même à l'intérieur de l'Europe. C'est ça qui est paradoxal, puisque nous sommes dans une Union européenne où on devrait harmoniser un peu les règles et éviter ces concurrences sauvages. Mais non, elles se produisent au sein même de l'Europe avec des productions qui sont faites dans les pays, on le sait, de l'Est maintenant, de l'Europe. Et nous voulons prendre des mesures pour relancer l'activité économique. Si je vous demande les secteurs qui sont en crise dans la région centre, vous les maîtrisez, ceux-là? Vous savez, je crois que c'est assez général. Toute la sous-traitance automobile a été en difficulté assez générale, c'est pas particulier à la région centre. Donc toute l'industrie mécanique derrière. Après, il y a aussi en ce moment la crise agricole, mais c'est peut-être un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, on va parler tout à l'heure. On voit des images là de Pôle emploi. Faut-il pour vous, même régionalement, avoir une politique plus contraignante en matière de recherche d'emploi, peut-être un peu plus, entre guillemets, sévère? Je crois que
il faut qu'il y ait des emplois déjà. Le problème, c'est qu'il faut créer des emplois. On peut demander aux demandeurs d'emploi de chercher davantage, mais nous avons quand même beaucoup de témoignages de gens qui cherchent et qui ne trouvent pas, et à qui on propose des dérivatifs. Parce que l'on connaît ce fameux plan des 500 000 ou 1 million de formations, on ne sait plus très bien, qui est décliné au niveau régional, et dont le but est en partie, je ne dis pas entièrement, parce que c'est très bien de faire de la formation, mais il y a quand même une partie qui consiste à envoyer des gens dans des stages qui ne déboucheront pas sur de l'emploi, et on le sait, mais qui vont permettre de masquer un petit peu les statistiques du chômage, et peut-être à François Hollande de dire d'ici la fin de l'année, les chiffres ont diminué. Comme les internautes sont en direct avec nous sur ce plateau, ils vous posent la question, concrètement, donnez-nous quelque chose de concret, c'est ce qu'ils disent en matière d'emploi. Quel est le secteur dans lequel vous allez en premier intervenir, un exemple? Non mais on ne va pas créer de l'emploi au niveau du Conseil régional en disant nous allons aider un secteur, etc. C'est le contexte économique général. Et tant que la France n'a pas retrouvé les leviers de décision, ce que l'on fait, bon, c'est pas forcément inutile, mais ça reste de l'accompagnement. Alors évidemment, on a des secteurs d'excellence en région centre, vous savez ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. Dans le cosmétique, dans le médicament, dans la plasturgie, etc. Bon, c'est bien de les développer, mais ça ne suffira pas à supporter un tissu économique où les PME peuvent fonctionner, retrouver des marchés, retrouver des emplois, et créer des emplois. Alors, on va parler justement d'économie régionale. Manuel Valls, au Congrès des régions, c'était jeudi à Reims, a dénoncé que l'État ne financerait plus directement les régions. Alors, vous réagissez comment par rapport à ça ? Oui, alors oui, il faut expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les régions sont financées essentiellement par les dotations de l'État. Vous savez que la part de fiscalité régionale, c'est-à-dire notre autonomie fiscale, elle est de moins de 8% du budget. La seule autonomie fiscale des régions, c'est les cartes grises, et on ne peut pas quand même les augmenter éternellement. Nous avons d'ailleurs considéré qu'on atteint déjà un niveau trop élevé. Donc ce sont les dotations de l'État. Et en fait, ce que veut faire Manuel Valls, c'est refondre toutes les dotations de l'État, parce qu'il y en a énormément, c'est très compliqué, et la principale étant la dotation générale de fonctionnement, et remplacer cette dotation par une part de la TVA. Alors, régionalement, sur l'économie régionale, vous vous intéressez à des secteurs particuliers, le tourisme, que vous considérez comme étant en danger, oui. L'industrie. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre la région plus attractive ? Je ne sais pas, rendre la région plus attractive. Alors, c'est vrai que là aussi, si on est dans un problème de communication, il y a deux choses. Il y a la rendre attractive, je dirais, donc la faire connaître déjà, parce que c'est vrai qu'elle est toujours mal située, mal identifiée et mal située, même si elle s'appelle Centre Val-de-Loire maintenant, mais toujours avec cette ambiguïté sur les Pays de Loire. Mais c'est la rendre attractive aussi, à la fois pour des entrepreneurs qui veulent s'y installer, la rendre attractive pour des gens qui veulent s'y installer. Et pour cela, ça relève de tous les politiques d'accompagnement. Il y a de l'aménagement du territoire. Pour que des entreprises s'installent, il faut qu'ils disposent du haut débit, il faut qu'ils disposent de réseaux. Alors ça, c'est votre cheval de bataille aussi. C'est le haut débit dans la ruralité. Et en matière de tourisme, par exemple, j'ai trouvé dans vos propositions, c'est de faire un grand axe sur Jeanne d'Arc, on y reviendra très certainement. C'est une des idées. C'est une des idées. On va passer maintenant à autre chose qui préoccupe beaucoup les téléspectateurs dans la région centre, l'ouverture du centre de déradicalisation de Beaumont-Véron. Une question, le gouvernement a-t-il menti, puisqu'on a l'arrivée d'un fiche S, enfin d'une fiche S. Voilà. Ben oui, parce qu'on sent très bien, alors faut redire que cette décision a été prise, là encore, sans concertation. C'est un petit peu comme on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la dispersion des migrants de la jungle de Calais qui vont être imposés, en quelque sorte, aux communes dans notre région et ailleurs. Et pour ce centre de déradicalisation, on nous a mis effectivement devant le fait accompli. Et on nous a dit, mais ça ne sera que des gens bénévoles, enfin volontaires qui iront, etc. Bon, alors il est volontaire. Et alors, ensuite, il est volontaire. Mais peut-être, mais on sent progressivement que le gouvernement ne sait pas quoi faire de ces fameux fichiers S et qu'on va essayer petit à petit de les envoyer comme ça dans des centres et qui ne sont pas faits pour cela. Alors je suppose qu'au Front National, on se dit aussi qu'on ne sait pas comment le gouvernement, est-ce qu'il sait quoi faire de ces migrants ?
Il y en a 828, pour être précis, qui vont arriver en région centre. Écoutez, la solution qui a été choisie, c'est évidemment que le camp de Calais était trop visible, donc il faut le faire disparaître, c'est pas nouveau. On a fait la même chose avec Sangatte il y a plusieurs années. C'était à l'époque Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, il critique la méthode de Manuel Valls, mais qui fait la même chose. Il fait exactement la même chose. Donc on va essayer de les faire disparaître, s'ils le veulent, parce que il y en a beaucoup que l'on envoie dans tel ou tel centre. Il y en a qui ont été envoyés à Nevoy, dans le Loiret, et dont beaucoup sont déjà repartis. Alors, les internautes qui nous suivent disent et demandent quel est votre positionnement actuel sur les migrants. Alors, est-ce que c'est on ferme les frontières, on ne reçoit plus personne, on renvoie aux frontières? Fin de l'aide demandée pour les migrants, vous l'avez demandé? Oui. Non, mais parce que, en plus, ce n'est pas au niveau de la région, parce que l'aide de la région a été appelée, a été votée déjà l'an dernier une première fois, et nous avons averti, là, cette fois-ci, à nouveau, le président Bonneau, qu'il n'est pas question que ce soit la région qui prenne en charge, directement ou indirectement, cet accueil, ça relève de l'État. Mais que faites-vous de ces gens qui sont là maintenant? Vous en faites quoi? Ça, c'est le problème de l'État. Je crois qu'il faut examiner les cas et le plus possible, déjà appliquer les procédures qui existent. Au niveau européen, et ils devraient retourner dans le pays où ils sont arrivés en premier. Alors ça, c'est le grand débat avec l'Europe. Et vous dites, la France, on fait une opération porte ouverte. Ça c'est votre mot. Oui, parce qu'en fait, on les laisse entrer, et en fait, comme ils sont bloqués à Calais, ils restent chez nous, faute de pouvoir passer en Angleterre. Et la solution, c'est d'essayer de les répartir, je dirais malgré eux, parce que c'est même pas leur souhait. On va essayer de les disperser dans des endroits... Certains veulent retourner en Angleterre. Où ils ne vont pas trouver de travail, dans des zones rurales où il n'y a déjà pas d'emploi. On va disperser des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils n'ont aucune possibilité, aucune perspective, ils n'ont pas de famille, ça va être des personnes qui très vite vont être à la charge. Alors on dit au début, bien sûr, c'est l'État qui paye, mais ça ne durera pas longtemps. Dès que les préfets les auront régularisés, ça sera à nouveau les collectivités qui vont avoir la charge. Merci de nous avoir répondu sur ce point. On va passer à la crise agricole. Je sais que le sujet vous tient à cœur. Avant tout, on va regarder un sujet. Ça s'est passé... il y a peu de temps, à la Chambre régionale d'agriculture, c'était la session de rentrée. C'était particulièrement houleux une semaine avant, et bien entendu, les doléances sont toujours aussi nombreuses. C'est un reportage d'Alain Eudes et Dominique Lepé. On le regarde ensemble, on se retrouve après. Il y a 9 jours, la manifestation avait failli dégénérer devant la DRAF, la direction régionale de l'agriculture. Il avait même fallu des gaz lacrymogènes pour repousser les paysans excédés par l'ampleur de la crise et, disait-il, l'absence de réponse de l'État. Vous n'avez apporté aucune réponse aux questions qui se posent réellement dans la campagne. Ce matin, nombre des acteurs de cette manifestation étaient présents à la session de la Chambre régionale d'agriculture consacrée à la crise agricole sans précédent. Pas de débordement devant le directeur régional de l'agriculture, mais l'expression d'une colère toujours aussi forte. C'est lamentable que ce gouvernement socialiste, ici présent en France à l'heure qu'il est, ne prenne pas en compte la réalité du terrain, la misère dans laquelle on va être cette année. C'est scandaleux. Et on s'est exprimé en masse devant la DRAF la semaine dernière. Je peux vous dire que le combat n'est pas fini. La menace est claire car la situation est dramatique pour beaucoup d'exploitants. La Chambre régionale a chiffré l'ampleur des pertes pour 2016. Elles s'élèvent au minimum à 1,2 milliard d'euros et toutes les filières ou presque sont touchées. Un chiffrage qui pourrait même gonfler encore. La moisson, on l'a terminée au 25 juillet cette année. Aujourd'hui, on est au 20 septembre et on n'a encore pas fait le tour des dégâts et des pertes qu'il peut y avoir. Parce que les 1,2 milliard qu'on annonce aujourd'hui, qui sont annoncés par l'État, qui sont annoncés par la profession, ce sera peut-être 1,3 milliard, 4, 5, mais ce ne sera sûrement pas 1 milliard. Face à cette catastrophe, tous les syndicats agricoles sont au diapason sur les réponses à apporter. Aujourd'hui, il faut des aides financières directes pour les exploitations en danger. Il faut de l'oxygène en cage pour ceux qui en ont besoin, c'est indispensable, autrement ils arrêtent purement et simplement. Il faut favoriser la diversification, pas que quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien, parce que c'est aussi ces systèmes-là qui nous permettent de mieux subir les crises climatiques qui, elles, arriveront régulièrement quoi qu'on fasse. Les agriculteurs attendent de nouvelles propositions de l'État en matière d'indemnisation. Seul un plan de sauvegarde majeur sera en mesure de calmer la profession. Et là, on est tenté de vous demander, Michel Chassier, quelles sont les propositions du Front National?
Nous avons soutenu les premières mesures qui ont été prises déjà, mais que nous jugeons insuffisantes, parce qu'effectivement, il y a des mesures d'urgence. Il y en a eu suite aux inondations, mais ce n'est pas encore réglé. Et puis ensuite, il y a eu le problème des récoltes, notamment pour les céréales, mais également pour d'autres cultures. Donc il y a des exploitations qui sont aujourd'hui au bord du dépôt de bilan. C'est une question de survie, là, maintenant. Oui, c'est une question de survie. Entre 30 et 50% dans les 10 prochaines années. Et donc, quand on dit tous les dispositifs que la région pense mettre en place, ou même l'État, on dit qu'il faut apporter du cash. Mais je crois que ça ne suffira pas, parce qu'on va dire on va à nouveau prêter, on va à nouveau réendetter les agriculteurs, même si c'est à taux zéro, il faudra rembourser. Nous disons que pour les exploitations sinistrées, il faut envisager une annulation de la dette. Ça s'est fait dans d'autres circonstances. Ça se fait pour des pays, pour des pays étrangers qui sont en situation de faillite ou de difficulté. La France a fait des remises de dette. Il faut un dispositif et qu'on retrouve une partie de l'argent que l'on donne à l'Europe qui permettrait effectivement d'annuler une partie de cette dette et aux agriculteurs de retrouver les moyens de pouvoir relancer leur campagne pour l'année prochaine. Michel Chassé, on sait très bien que c'est dans le secteur rural que vous avez principalement votre électorat et non pas en zone urbaine. L'agriculture locale, deux questions pour finir, l'agriculture locale est la solution pour vous ? Oui, et l'agriculture, je dirais, le modèle de l'agriculture familiale, de l'exploitation familiale. Parce que le risque, on le voit avec ces exploitations qui vont devoir arrêter, si ça se trouve, si on ne les aide pas. Eh bien, il va y avoir des repreneurs. Et petit à petit, la taille va devenir telle que ce sera des investisseurs financiers qui deviendront propriétaires du sol. L'exploitation familiale est la meilleure formule et la meilleure garantie pour protéger nos sols, protéger nos terres. Et mieux gérer l'Europe, mais là c'est un autre débat. C'est un autre débat. Merci Michel Chassé d'avoir été notre invité. N'oubliez pas bien entendu que vous pouvez trouver d'autres informations sur notre site internet centre.france3.fr et sur les réseaux sociaux. Vos réactions aussi, vos questions avec le hashtag DEP100. Dimanche prochain, nous serons dès 11h, et je tiens à le préciser, au rendez-vous de l'histoire à Blois avec ce thème générique, partir. Nous aborderons avec nos invités partir et savoir partir en politique. À suivre donc sur France 3. Dimanche en politique continue avec Francis Letellier. À dimanche.